Donc, ce matin, avant qu'on continue plus sur le cycle comme tel, les conséquences, ben, on se doit de comprendre qu'est-ce qu'on entend par violence faite aux femmes, violence conjugale, les enjeux qui entourent aussi les définitions. On va voir qu'il y en a également. Donc, moi, je travaille en maison d'hébergement. Carrefour pour elle, c'est la première maison d'hébergement pour femmes et enfants au Québec. On a ouvert nos portes en 1975. En plein mouvement féministe, on se rendait compte à l'époque que, justement, les femmes n'avaient pas de place où se réfugier, se mettre en sécurité, et principalement avec leur enfant. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, généralement, si une femme quittait son mari, ça ne veut pas dire que son enfant la suivait. Donc, une maison d'hébergement, rapidement, ça sert à quoi? Ça sert à assurer la sécurité et le bien-être des femmes et de leurs enfants, mais aussi, ça sert à offrir de l'aide et un soutien psychosocial aux femmes et aux enfants également. Donc, moi, mon travail à l'intérieur de Carrefour pour elle, c'est de faire de la sensibilisation, puis c'est aussi de représenter mon organisme dans la communauté. On a beaucoup à faire encore. Il y a énormément de mythes et de fausses croyances qui entourent la violence conjugale. Donc, on a un travail, justement, c'est d'en parler à titre, bien sûr, de prévention, mais aussi pour déconstruire, parce qu'on se rend compte aussi qu'en ce moment, le féminisme, des fois, a de la difficulté à faire émerger sa voix au profit de voix des fois qui sont de plus en plus masculinistes ou même de d'autres orientations, d'autres perspectives qui s'intéressent aux violences aussi, aux violences conjugales. Donc, moi, j'arrive bien sûr avec une posture féministe. Je m'en cache pas. Je pense qu'à l'âge de 12 ans, je suis devenue féministe quand je comprenais pas pourquoi les femmes s'affairaient dans la cuisine à servir pendant que les messieurs attendaient au salon avec leur verre d'apéro. 12 ans éveil de féministe, qui aujourd'hui, ben, dans ma pratique, à un moment donné, ça va de soi qu'en violence conjugale, pour moi, à mes yeux, on se doit d'être féministe parce que la violence, les violences sont occasionnées encore par des inégalités qui persistent dans notre société ou dans nos sociétés si on regarde sur une base plus internationale. Donc, aujourd'hui, c'est ça, le plan de match, c'est vraiment d'aborder à matin l'ampleur des violences faites aux femmes, d'avoir une réflexion critique qui est autour du concept de symétrie et de la mesure de la violence conjugale. Vous allez voir, c'est un des enjeux principaux. Si vous devez retenir ça de la présentation, c'est ça. Regardez quelques définitions qui existent, quelques notions de base aussi. On va parler des formes de violence, qui existent. Et on va regarder aussi la typologie de la violence conjugale de Michael P. Johnson et les dérives qui entourent cette typologie-là. Donc, moi, je vais initier ça un matin, puis après ça, ça sera ma consoeur qui va continuer davantage sur le cycle et les conséquences, etc. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire quand on parle de l'ampleur des violences faites aux femmes? Bien sûr, elles sont de multiples formes de violence. Hein. Peu importe justement qu'elles soient physiques, qu'elles soient sexuelles, verbales, psychologiques ou économiques, on les retrouve dans toutes les sphères de vie des femmes. Que ce soit dans leur sphère de vie privée, publique, professionnelle, que ce soit en milieu scolaire, en milieu universitaire. Pensez juste aux dernières recherches qui ont eu lieu par rapport au harcèlement ou aux agressions sexuelles commises sur les campus universitaires. Ça fait partie de la réalité des femmes, et ça, des femmes de tous les pays. Donc, peu importe justement leur âge, peu importe leur contexte de vie, peu importe leur sphère de vie, ces violences-là, on va les retrouver et elles prennent différentes formes. Aussi, c'est ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a différentes manifestations de la violence à l'égard des femmes. Donc, que ce soit justement au niveau des violences conjugales, mais aussi des violences sexuelles, du harcèlement sexuel, de l'exploitation sexuelle, que ce soit quand on entend parler des mutilations sexuelles féminines, des mariages forcés. Ces violences-là vont être perpétrées contre des femmes précisément parce qu'elles sont des femmes. Et aussi, il faut justement les replacer, ces violences-là, dans un contexte plus large d'inégalité entre les hommes et les femmes.
C'est pas pour rien que l'ONU s'est penchée depuis plusieurs années pour dire qu'on est face à une des plus grandes violations des droits de la personne. Quand on regarde la violence, les violences qui sont faites envers les femmes et les filles, c'est un des problèmes les plus répandus dans notre société. En 1993, justement, l'ONU déclarait que la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freinées aussi par la promotion des secondes. Donc, c'est quand on s'intéresse aux violences faites aux femmes, on ne peut pas juste s'intéresser à des rapports entre deux individus. Il faut le regarder de manière plus large, plus générale, plus globale, en prenant le temps de regarder aussi nos systèmes d'oppression, que ce soit le patriarcat, que ce soit le sexisme, mais aussi d'autres formes d'oppression que peuvent subir les femmes aussi. Pensons à l'âge, à la classe sociale, à l'orientation sexuelle, etc. Donc, la violence faite aux femmes ne relève pas seulement d'une interaction particulière entre deux personnes, mais vont s'inscrire dans un contexte plus large d'inégalité entre les femmes et les hommes. Donc, voilà, c'est pour ça qu'aussi, il faut s'intéresser, justement, puis on part de la base, au niveau du féminisme, bien sûr, en termes d'inégalité entre les hommes et les femmes, la violence conjugale sont une manifestation que fait depuis les années 70 principalement, qu'on en a fait un enjeu social. Si avant, c'était du ressort de la sphère privée, on laissait ça aux couples, aux familles, aux individus, on s'est saisi de cette question-là qui est devenue un problème individuel à un problème social dans les années 70 et principalement porté par le mouvement féministe aussi. Donc, aujourd'hui, la tolérance face aux agressions, face aux propos sexistes, malheureusement, il y en a encore trop. Mais vis-à-vis les violences aussi, les violences conjugales aussi, il y a encore de la tolérance. Puis comme je vous dis, il y a encore des mythes et des croyances qui persistent. Je mentionnais aussi, c'est sûr que quand on regarde la société dans laquelle on est, bien sûr, le Québec, le Canada a fait des grandes avancées en matière de prévention, en matière de dépistage, en matière d'intervention auprès des femmes, des enfants victimes. Ça va changer quand on regarde d'un pays à l'autre, donc dépendamment du pays, dépendamment du contexte de vie, c'est sûr que les femmes ne vivent pas les violences de la même manière. Que ce soit quand on regarde la prévalence qui va être plus grande dans certains pays, que ce soit les conséquences qui sont diverses, que ce soit les obstacles vécus par les femmes, les enfants qui vont être différents. L'accès aussi aux ressources va différer. Dans les années 70, quand une femme appelait la police, là, elle ne savait pas comment encore les policiers allaient réagir et répondre face à sa plainte. Est-ce qu'on allait prendre pour elle puis s'assurer qu'il y ait une intervention? Est-ce qu'on allait ne rien faire non plus? Maintenant, on s'est assuré, on s'est doté de lois, de mesures de protection qui font en sorte qu'il y a des protocoles à suivre. Donc, notre société, depuis 40 ans, a fortement évolué. Puis, vous allez vous rendre compte cette semaine qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour justement, bien sûr, atteindre cette inégalité-là. L'égalité de droit existe, mais l'égalité de fait n'est pas atteinte. Chose que des fois, certains masculinistes tentent de nous faire croire, mais c'est faux. Donc, on sait que l'accès aux ressources va être différent aussi. Qu'on vienne dans une maison d'hébergement ou si on va chercher de l'aide dans une autre ressource, la réponse ne va pas être la même parce que la définition, la compréhension de ces violences vécues-là ne sont pas les mêmes non plus. Donc, il y a différentes réponses qui existent face à ça parce que la compréhension va être différente. Rapidement, quelques statistiques. Au Canada, en moyenne, tous les 6 jours, une femme est tuée par son partenaire intime. Donc, c'est près de 70 femmes à chaque année qui vont mourir de par les mains de leur conjoint ou leur ex-conjoint. Tous les jours au Canada, plus de 3000 femmes doivent séjourner dans les différentes ressources d'hébergement afin d'échapper à la violence conjugale. Chaque année, plus de 40 000 arrestations résultent d'épisodes de violence conjugale. Ça représente environ 12 % de toutes les affaires violentes au Canada. Désolée, il y a 2 petites coquilles.
En 2010, on comptait 582 cas connus de femmes autochtones disparues ou assassinées au Canada. Ça aussi, je pense que dans l'actualité, dans les dernières années, on en a entendu beaucoup parler. Ça reste vraiment une problématique majeure. En une année, seulement au Canada, 427 000 femmes âgées de plus de 15 ans ont rapporté avoir été victimes d'agressions sexuelles. Seulement 10 % de toutes les agressions sont signalées à la police. Le nombre réel est beaucoup plus élevé. Au Canada, la moitié des femmes ont été victimes d'au moins un acte de violence physique ou sexuelle depuis l'âge de 16 ans. C'est énorme. 1 sur 2. Au Canada, 61 % des adultes disent connaître personnellement au moins une femme qui a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles. Petite coquille aussi, on n'est pas rendu là. En 2009, les coûts économiques associés à la violence envers les femmes au Canada pour les soins médicaux, la justice, les services sociaux, les pertes en salaire, en productivité ont été évalués dans une recherche à 7,4 milliards de dollars par année. Donc, cette ampleur-là, elle est considérable. Puis on pourrait continuer dans les statistiques. Je vous invite, il y a plusieurs sites qui en parlent, que ce soit à la Condition féminine Canada, Secrétariat ou d'autres études qui ont été faites. Principalement, nous, à la maison d'hébergement, que ce soit à la Fédération des maisons d'hébergement ou au regroupement des maisons d'hébergement, on va se baser beaucoup sur les chiffres qui nous proviennent du ministère de la Sécurité publique. C'est principalement avec ces statistiques-là qu'on travaille dans notre sens à nous. Donc, comme vous voyez, à chaque année, on est capable d'avoir pas mal un portrait. Au Québec, quand on parle de violence conjugale, on se rend compte que l'ensemble des postes de police du Québec ils ont enregistré 19 406 infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal. Ces infractions-là représentent 1/3 de tous les crimes commis envers la personne au Québec. C'est énorme. À travers ça, bien sûr, on va être capable de voir les différents chiffres en matière de voies de fait niveau 1. Vous voyez, il y en a eu 11 000 plaintes logées là-dedans. Voies de fait de niveau 2, 2 212 plaintes. Les menaces, 2 097. Harcèlement criminel, 2 256. Bien sûr, quand on parle de violences conjugales, le bout du continuum, le bout de la dynamique, quand on parle d'escalade, c'est l'homicide conjugal. Il y en a eu cet été. Moi, je n'étais pas là, mais il y en a eu encore, malheureusement, cet été. Habituellement, on constate, ça va être 12 à 15 femmes au Québec qui vont perdre la vie à chaque année. Un meurtre, c'est quasiment une de trop, c'est sûr. Donc, il y a tout un travail qui est fait. Puis, je tiens quand même à dire, depuis que les maisons d'hébergement existent, depuis 40 ans, grosso modo, les homicides ont diminué de près de 70 %. C'est pas pour rien que c'est important, les maisons d'hébergement, en matière de sécurité. Vraiment, et c'est pas aussi pour ceux qui ne travaillent pas dans le milieu, les adresses sont confidentielles. L'enjeu de la confidentialité de l'adresse en termes de lieux sécuritaires, c'est super important. Donc, les homicides, dans l'année en 2015, il y en a eu 11. Des tentatives de meurtre, il y en a eu 36. Ainsi que les voies de fait de niveau 3, il y en a eu 48. Quand on regarde les homicides, quand on regarde tout ce qui est enlèvement, séquestration, majoritairement, qui sont les victimes? Les femmes. Les femmes, là-dedans, on va voir qu'à 80 %, soit là, de cette année-là, c'est 78 %, mais environ, on est dans les 80 % de victimes, ce sont des femmes. Ça veut dire qu'on ne se trompe pas quand on dit que la violence ou les violences conjugales touchent majoritairement des femmes encore en 2018. On le sait aussi, généralement, dans 50 % des cas, les auteurs présumés des violences conjugales sont les conjoints des victimes. Je dis les conjoints, oui, ça peut être des conjointes aussi, mais majoritairement, ce sont des conjoints. 32,6 % sont les ex-conjoints et 10,3 % sont des amis intimes. Les jeunes, on parlait tantôt du travail qui est fait de plus en plus en recherche, mais aussi en prévention au niveau des jeunes de l'âge secondaire. On le voit que dans la catégorie des 18 à 29 ans, il affiche des taux de victimisation largement supérieurs aux autres groupes d'âge. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on essaie de prévenir à l'âge dès maintenant 13, 14, 15 ans, on commence à faire des ateliers de sensibilisation dans les écoles secondaires.
Aussi, un peu plus de la moitié des victimes ont moins de 40 ans, soit 50,7% de nos victimes. Puis quand on regarde, comme je vous disais, plus spécifiquement au niveau des femmes, au niveau des enlèvements, 100% des victimes sont des femmes. Au niveau des agressions sexuelles, 97,4% sont des femmes. Séquestration, 96,9% sont des femmes. Intimidation, 91,3% sont des femmes. Voie de fait niveau 3, 87,5%. Donc, voie de fait niveau 3, ça cause des lésions, des blessures graves qui amènent à une hospitalisation, généralement. Et en termes de harcèlement criminel, 86,3%. Donc, c'est des statistiques, peut-être à vos yeux, qui peuvent vous sembler conservatrices, pour nous également. Parce que quand on regarde les chiffres, on se dit, ben, c'est la pointe de l'iceberg. C'est la pointe de l'iceberg qu'on connaît. On a beau faire des enquêtes, puis c'est ça souvent qu'on va critiquer, je vais en arriver, mais on a beau faire des enquêtes populationnelles, il y a plusieurs victimes qui ne se déclareront pas au moment où on va leur poser la question aussi. Et on sait, pour travailler en intervention, que plusieurs ne viennent pas chercher de l'aide dans leur vie, puis dès que ça commence également. Donc, même affaire pour aller porter plainte à la police aussi, il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là. On connaît les enjeux qui entourent d'aller dénoncer à la police. Donc, la difficulté à travers ça, généralement, quand on est en intervention, c'est d'amener le monde à briser le silence. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu aussi. C'est un enjeu qui est là. Rapidement, je termine avec ça en termes de statistiques. C'est en matière, quand on va aller justement dénoncer aux policiers, on va dénoncer davantage le fait justement en termes de violence physique, bien sûr, parce que nos collègues, les policiers, travaillent avec le Code criminel canadien. Ils travaillent avec une liste d'infractions qui sont commises dans un contexte conjugal. Donc, elles vont dénoncer le fait d'avoir été poussé, empoigné, bousculé, giflé dans 35% des cas. 25% vont affirmer avoir été agressés sexuellement ou battus, étranglés, menacés avec une arme à feu ou un couteau. 24% des victimes vont mentionner avoir reçu des coups de pied ou avoir été mordus, frappés ou frappés avec un objet. Donc ça, c'est les chiffres que l'on connaît. Et je le répète, ce n'est que la pointe de l'iceberg en matière de connaissances réelles, parce qu'on le sait, il y a des défis aussi méthodologiques à pouvoir recenser le nombre de femmes et d'hommes victimes. On serait rendu déjà à la question, justement, des réflexions critiques autour du concept de symétrie de la mesure de la violence. Il faut voir justement la question souvent qu'on va se faire demander, les femmes sont-elles aussi violentes que les hommes ou c'est les hommes? Et de plus en plus dans le discours médiatique, on va entendre ça, que c'est la même chose, que les statistiques, on arrive justement à avoir autant de femmes que d'hommes qui seraient violentes, puis on vivrait ça de la même manière, qu'on serait de plus en plus face à des situations de violence situationnelle, de conflit. Hein? C'est dans le langage, c'est dans le discours. Que de part et d'autre, le contrôle pourrait s'exercer aussi. Donc, ces études-là vont révéler justement que la violence conjugale peut être vécue de la même manière entre les femmes et les hommes. Bien, il faut retourner à d'où proviennent ces faits-là ou ces chiffres-là. Puis il faut se rendre compte qu'au Canada, bien, Statistique Canada va travailler, va faire une enquête sociale générale et qu'elle va utiliser, l'outil qui s'appelle, voyons, je l'avais dans mes notes. Exactement, voilà, je voulais le dire en français, je l'ai en français pour l'échelle de conflit. En tout cas, ça va revenir tantôt. Mais ceci étant dit, ils vont utiliser cet outil-là. Puis, à travers les enquêtes, ils ne vont pas nécessairement mesurer les notions de pouvoir, de contrôle. Ils vont davantage regarder l'occurrence des comportements violents, mais pas forcément le contexte dans lequel la violence est exercée.
Puis pourtant, ben, on se rend compte, nous, quand on regarde des travaux qui sont faits par Tragévie, tous les chercheurs exactement, il y a une variété de dynamiques de violence conjugale. Donc, ce qui fait en sorte que souvent, de par notre enquête sociale générale, on va réussir à faire émerger davantage qui s'apprêtent à de la violence situationnelle, à des conflits de part et d'autre, ce qui fait en sorte que quand on regarde ces chiffres-là de Statistique Canada, disons en 2011, ben, on dirait que 6,4 % des femmes seraient victimes, puis 6 % des hommes seraient victimes. Puis en même temps, comme je dis, moi, je vous ai présenté les chiffres qui nous proviennent du ministère de la Sécurité publique. Quand on regarde les infractions commises, on est dans un autre rapport. 80 % des victimes sont des femmes. Donc, c'est là aussi, justement, de dire, bien, il y a une récupération aussi des statistiques qui vont émerger. Puis, ça sert à qui? Il faut se poser la question. Généralement, il y a des enjeux politiques aussi. Ça va servir à quoi? Des fois, ça va servir, on pourrait dire, ben, ça va servir à des ressources qui travaillent auprès de conjoints violents, à aller revendiquer plus de financement, disant que ben, des hommes victimes, il faudrait ouvrir des services. Il y en a autant que les femmes. Donc, il y a des enjeux politiques qui sont là. Il y a des enjeux qu'on va voir aussi, qui vont dire, ben, regardez, là, c'est pas si grave que ça, là. Il n'y a pas tant de violence faite aux femmes. Les féministes exagèrent. Il faudrait moins les financer, etc. Donc, on est dans des enjeux qui font en sorte que de plus en plus, on pousse vers la symétrie, on dit que c'est la même chose. Donc, ça mérite d'être examiné plus. Puis nous, ce qu'on va dire, ben non, attention, il faut regarder les dynamiques de violence. Il faut regarder l'intention derrière le geste violent. Il faut regarder les différentes conséquences. Quand on fait une analyse différenciée, on va se dire « Oh, les conséquences entre les femmes et les hommes ne sont pas pareilles. » On se rend compte que, généralement, la violence vécue par les femmes va être souvent plus sévère que celle exercée envers les hommes. Elle a beaucoup plus de chances de se retrouver, justement, à avoir des blessures graves. Puis comme je vous disais, à avoir des tentatives de meurtre et même en mourir encore aujourd'hui. Elles sont plus susceptibles de craindre pour leur vie, de développer des symptômes d'anxiété, de dépression, de choc post-traumatique. Elles sont plus susceptibles de vivre aussi de ce qu'on appelle la violence conjugale chronique, à répétition. On ne parle pas d'un événement, là. On parle qu'elle est dans un cycle de la violence, elle va connaître une escalade et elle va subir à répétition plusieurs formes, que ce soit des attitudes, des gestes, des comportements qui sont agressifs et répétés. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'elles vont se retrouver justement dans un rapport de pouvoir qui est inégalitaire, où il y a vraiment une forme de contrôle qui est exercée. Donc, en termes de conséquences, tantôt, ma consoeur va en parler davantage aussi. Ce qui est important de retenir, c'est le fait que, justement, il y avait Evan Starks en 2007 qui a amené la notion, puis je trouve ça... on la réutilise, en tout cas, moi, je la trouve très intéressante, c'est la question du contrôle coercitif. C'est comme si le discours dominant aujourd'hui essaie de nous faire voir les violences sur une base égalitaire. Comme si autant madame que monsieur pourraient se retrouver à un moment donné dans un conflit puis être violents à ce moment-là. Nous, ce qu'on tente de faire quand on est dans une perspective féministe, c'est d'expliquer justement que les égalités entre les hommes et les femmes vont faire en sorte qu'il y a une domination masculine qui s'exerce et qu'il y a des rapports de pouvoir puis il y a du contrôle qui s'exerce. Donc, on n'est pas dans cette relation égalitaire-là. Quand on parle de violence conjugale, on est dans une relation inégalitaire où, généralement, c'est un conjoint qui va vouloir prendre le contrôle sur l'autre. Souvent, on va entendre « Mais non, la violence, c'est une perte de contrôle. » Non, c'est quelqu'un qui prend le contrôle sur l'autre par des attitudes, des gestes, des comportements, des paroles, des regards, des attitudes.
Et ça, il va le faire de manière répétée. Que ce soit par des stratégies vraiment violentes, non violentes, le contrôle va s'exercer. Et avec le temps, c'est que le rapport inégalitaire va s'accentuer. Et généralement, ça va s'accélérer. Quand on parle de fréquence, de gravité, ça va s'accentuer au fil du temps. Et pour nous, c'est ça, c'est de dire, bien, on ne peut pas parler de violence conjugale sans parler de rapport de pouvoir et de contrôle. Puis c'est ça que aussi également, on voit, bien, les deux principales perspectives qui sont je dirais, qui sont en confrontation aujourd'hui, puis ça date pas d'hier, c'est vraiment la perspective féministe, puis la perspective qui est liée à la violence familiale. Perspective féministe, j'en ai déjà commencé à en parler, c'est lié justement, il existe des inégalités de pouvoir qui sont liées au genre. Il y a des manifestations de contrôle, de pouvoir, de domination des hommes sur les femmes, qui va être légitimée aussi par certaines institutions, par certaines structures sociales. Tandis de l'autre côté, la perspective de violence familiale, bien, elle va dire la violence familiale, dont la violence conjugale fait partie, est un produit d'une dynamique relationnelle dysfonctionnelle. Donc, généralement, dans cette perspective-là, la violence conjugale est perçue comme l'exacerbation de conflits entre conjoints. Grosso modo, c'est le même. Okay? Donc, ça, je pense que c'est clair. On continue. Donc, à ce niveau-là, ça fait en sorte que quand on est dans une perspective où on parle de dysfonction, on va avoir tendance, justement, à avoir une symétrie au niveau de la violence, à voir qu'il peut y avoir un caractère mutuel de la violence conjugale. Et quand on est dans la perspective de la violence familiale, bien sûr, bien justement, on va regarder, on va se baser sur les chiffres issus de nos enquêtes populationnelles de Statistique Canada, de l'échelle, en français, de l'échelle des tactiques de conflit, qui ne va pas tenir compte, justement, de l'intensité, ne va pas tenir compte de la chronicité, ne va pas tenir compte des conséquences en violence qui sont vécues différemment par les femmes, par les hommes. On va plutôt voir une responsabilité partagée entre les conjoints, puis quand c'est des parents, une responsabilité partagée entre le père et la mère. Ça veut dire que si on a un enfant qui est témoin des violences entre les parents, quand on travaille à la protection de la jeunesse, par exemple, on pourrait davantage voir ça comme une responsabilité de père, de la mère, qui est égale, d'assurer que l'enfant soit en sécurité et que son bien-être ne soit pas affecté par ça. On va le voir davantage comme un conflit ou comme une responsabilité. Et là, c'est là que souvent, des fois, quand on est sur le terrain en intervention, notre paire de lunettes pour regarder la violence conjugale n'est pas pareil. Et ce qui peut faire en sorte que ça va engendrer des incompréhensions, ça va engendrer aussi des tiraillements aussi idéologiques, politiques, sur la manière de voir ça. Donc, voilà. J'en reviens à une définition qui est fort importante, qui est issue justement des Nations unies en 1993. Cette définition-là, on l'utilise beaucoup, puis pour nous, est importante parce que de cette définition-là, en 1995, au Québec, il y a eu une politique en matière de violence conjugale qui a été amenée. Donc, les Nations unies en 1993, quand on définit les violences faites aux femmes comme ceci. Tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Cette définition-là, justement, c'est une base, c'est un pilier, puis ça l'amène justement les pays qui ont adhéré à cette convention puis à cette déclaration-là à mettre en place dans leur pays, justement, des lois, des mesures, des politiques qui sont censées, justement, j'allais dire épouser, c'est un peu fort, là, mais qui sont censées adhérer à cette déclaration-là, à cette définition-là.
Et ça amène justement nos gouvernements à mettre des mesures concrètes en place. Chose que le Québec a faite en 1995 avec sa politique en matière de violence conjugale. Et vous, le CRIVIF, pour que plusieurs connaissent justement, je vous présente la violence conjugale. La définition de la violence conjugale du CRIVIF est très, très proche de celle de la politique en matière de violence conjugale. Le CRIVIF va la définir comme ceci. La violence conjugale comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles, ainsi que les actes de domination sur le plan économique. Elle ne résulte pas d'une perte de contrôle, mais constitue au contraire un moyen choisi pour dominer l'autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extramaritale, amoureuse, à tous les âges de la vie. Il y a énormément de choses là-dedans qui sont intéressantes parce que pendant longtemps, on ne parlait que des femmes battues. Chose que c'est une notion qu'on n'utilise plus du tout. Peut-être dans le langage courant, vous allez entendre des fois votre oncle, votre tante utiliser ça, là, mais ceci étant dit, dans le milieu de la recherche ou dans le milieu féministe en intervention en maison d'hébergement, on va parler de femmes victimes de violences. Donc, déjà là, ça comprend l'ensemble des violences. Puis pourquoi? Bien, on va dire, bien, il y a des conséquences à vivre de la violence psychologique. Tu n'as peut-être jamais été frappé dans ta vie, mais si à tous les jours on te dénigre, il y a des conséquences sur ton estime de soi. Donc, déjà là, c'est intéressant. Puis les maisons d'hébergement, ils accueillent pas seulement les victimes de violences physiques, ils accueillent toutes les femmes victimes de différentes formes de violence, que ce soit de l'exploitation sexuelle ou que ce soit de la violence économique, psychologique. On va les accueillir, puis on va travailler à partir de ce qu'elles sont, puis de ce qu'elles vivent. L'autre point qui est important dans la définition, c'est justement, c'est de dire, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle. On n'est pas dans un rapport égalitaire, il y a un rapport de pouvoir, il y a un rapport de contrôle qui est fait. Généralement, c'est quelque chose qu'on va aussi entendre dans le discours public. Ah, ben c'est qu'il est fou, ou il est malade, ou il y a un problème de santé mentale, c'est relié à l'individu. Non, non. Ici, ce qui est intéressant, c'est de dire, non, non, c'est un moyen choisi pour dominer l'autre, arriver à ses fins. Puis généralement, la question qu'on se fait demander, mais pourquoi il fait ça? Ben, il fait ça pour garder sa femme ou garder le contrôle sur son ex, etc. Donc, c'est vraiment fait dans une optique d'avoir un contrôle, mais bien sûr de garder cette personne-là. Ce qu'il faut voir aussi à travers ça, c'est qu'on soit en couple, marié, conjoint de fait, qu'on soit en instance de séparation, qu'on soit séparé, que ce soit une fréquentation, la violence peut arriver dans tous ces contextes-là également. Peu importe les âges, peu importe les classes sociales aussi. En maison d'hébergement, c'est sûr qu'on va avoir des fois une concentration. Quand on fait nos stats, on va voir une moyenne. La moyenne se situe dans la trentaine. Mais on peut avoir des femmes de 16 ans avec enfants, comme justement une femme de 70 ans aussi qui va venir chercher de l'aide après plusieurs années de mariage ou qui avait de la violence. Donc, c'est... et la réalité aussi qu'on voit aussi, c'est pas juste des femmes nées au Québec, il y a des femmes issues de l'immigration. Ça, ce sont des enjeux que vous allez entendre parler cette semaine. D'autres notions qu'il faut démêler, parce que des fois, on utilise les mots puis à toutes les sauces. Et je pense que c'est intéressant d'en faire le tour. J'ai pris ça sur le site web du CRIVIF. Donc, départager qu'est-ce qu'on entend par colère, agressivité, contrôle et violence. La colère, c'est quoi? C'est une émotion normale qui est inévitable. Tout le monde ressent un jour ou l'autre de la colère. Qu'on soit seul, chez nous, ou à l'école, ou dans notre auto, ou qu'on soit en situation avec couple et amis. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement de néfaste si elle est généralement bien canalisée. Donc, une colère bien gérée peut permettre de s'affirmer, d'exprimer ses sentiments. À l'inverse, une colère mal maîtrisée, bien sûr, peut servir de prétexte à la violence. Par contre, nous, ce qu'on va dire, c'est que si tu gères mal ta colère, tu as la responsabilité d'aller chercher de l'aide pour pouvoir mettre fin, des fois, à des comportements violents. Hein? Nous, dans notre perspective, ce n'est pas une maladie, nous, c'est un trouble de comportement qui nécessite d'aller
faire un groupe de soutien, un groupe d'entraide pour modifier ces comportements-là. La colère n'implique pas nécessairement un rapport avec l'autre, c'est-à-dire qu'elle peut être ressentie sans que personne ne soit mis en cause. L'agressivité est davantage un mode d'expression. C'est une pulsion fondamentale. C'est un état qui n'implique pas nécessairement la participation d'une autre personne. Même là aussi, l'agressivité peut être constructive. C'est ce qui va des fois conduire à s'affirmer ou à favoriser un développement. Puis dans certains cas, oui, elle peut être destructive lorsqu'elle conduit à une prise de pouvoir sur une autre personne. L'agressivité peut également représenter une réaction de protection et de défense contre la violence subie. Je m'en vais vers la typologie de Johnson dans 2 minutes. On va voir qu'est-ce que c'est la réalité vis-à-vis à la violence de résistance. La personne ne cherche pas à prendre le contrôle, mais bien à faire cesser la violence. C'est une réalité qu'on va voir aussi chez les femmes. Nous, les femmes, sont pas toutes... Souvent, on a l'image que ce sont toutes des femmes passives là, qui vont que subir sans rien faire. Non, il y en a des fois que, face à la violence vécue dans le quotidien, vont se mettre dans une posture de résistance qui ressemble à une forme de légitime défense aussi, vont tenter par certaines stratégies de résister et de se défendre. Donc oui, il peut y avoir de l'agressivité. Le conflit, c'est là qui est intéressant, puis le regroupement des maisons d'hébergement a fait un super bon document que je vous invite à aller voir. C'est comment justement voir qu'est-ce qu'on entend de la différence entre un conflit ou une chicane de couple et une dynamique de violence conjugale. Le conflit ici, c'est une opposition d'intérêt, d'opinion, de valeur entre 2 ou plusieurs personnes. Et là, c'est ça que c'est intéressant. Sans que la peur détermine qui sera le gagnant. Le conflit apparaît quand l'un des individus se sent brimé ou tente de gagner sur l'autre. Généralement, les conflits sont gérés sans violence. Davantage, on va utiliser le compromis, la négociation, la médiation pour y parvenir. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas peur. Vous êtes en train de vous chicaner avec votre blonde, votre chum, là. Généralement, vous n'êtes pas censé avoir peur d'elle ou de lui. Oui, des fois, les mots, ça peut sortir un peu tout croche, etc., mais le ton peut monter, mais je peux dire ce que je pense à l'autre, l'autre aussi, sans qu'il y ait la notion de peur. Quand on est dans la violence, on est justement dans cette recherche de contrôle, recherche de pouvoir. Et oui, si on l'utilise, un moment donné, notre partenaire va commencer à avoir peur. Puis on le sait que c'est une des conséquences principales de la violence, c'est la peur qui va être ressentie. Donc, comme je le mentionnais, la violence va être un ensemble d'attitudes, de propos, de paroles, de comportements qui visent à dévaloriser, dominer, contrôler, apeurer, blesser psychologiquement ou physiquement une autre personne. Et là aussi, il faut le retenir, c'est intentionnel, c'est volontaire, ça a un but. C'est une stratégie que la personne utilise pour justement arriver à ses fins. Et elle va s'inscrire dans un rapport à l'autre. Donc, comme je vous le mentionnais, je vous le mets en référence. Vous irez lire ça à temps perdu, si ça vous intéresse, de regarder vraiment, de comprendre, parce que ça peut être intéressant quand on est en intervention, d'être capable d'expliquer c'est quoi un conflit conjugal vis-à-vis une dynamique de violence conjugale. Le type d'agression, le gain recherché, les impacts, les conséquences, l'explication, ce n'est pas la même chose. Le partage de pouvoir, ce n'est pas les mêmes choses. Puis tantôt, quand on va examiner le cycle de la violence conjugale, vous allez le voir à quel point il y a une différence entre une chicane de couple et une dynamique de violence conjugale. Les violences faites aux femmes, il y en a plusieurs. En maison d'hébergement, on les voit toutes, celles-là. La violence psychologique, je dirais, c'est la plus nombreuse. Vraiment, de violence psychologique, on est face à quelqu'un qui va tenter soit de nous manipuler, par exemple, de nous contrôler, que ça soit aussi des fois d'avoir des comportements jaloux, par exemple. Violence verbale, c'est tout ce qui est les menaces, dénigrer, dévaloriser, faire des critiques excessives, par exemple.
Violence contre les objets, les animaux, c'est quelque chose qu'on va voir aussi, hein, s'en prendre un animal domestique pour contrôler l'autre, dire si tu me quittes, ben je vais faire, tu sais, je vais faire mal au chien ou etc. Donc, briser les objets de valeur, vendre les objets de valeur, ces choses-là. Violence économique aussi très, très fréquente, peu importe, empêcher la personne d'aller travailler, lui prendre ses revenus de travail, détourner les allocations familiales, etc. Toutes des choses qui sont dans le contrôle économique, qu'on va voir fréquemment. Conjoint de fait, pas marié, donc pas de partage du patrimoine familial. Par exemple, une femme se retrouverait à rembourser son chum pour des biens qu'ils ont achetés ensemble. Au moment de la séparation, elle se retrouve sans rien. Donc, il n'y a pas son nom sur la facture. Lui, il garde les meubles, garde la voiture, tandis qu'elle a contribué pendant 5 ans à rembourser, mais elle n'a aucune protection qui va être faite. Violence sociale aussi, c'est toute la question de l'isolement. C'est un phénomène qu'on voit très souvent d'amener. L'agresseur va amener la personne à être isolée socialement aussi. Ou ça va se faire sinon par du contrôle. Avec nos fameux téléphones intelligents, ce sont des outils de contrôle qui sont malheureusement trop fréquents aujourd'hui. Les applications, les GPS, on est capable de suivre à la trace une personne. Ce sont des choses qu'on voit souvent. Violence physique, c'est la plus connue, pas nécessairement la plus fréquente, mais la violence physique, vraiment, que ce soit directement envers la personne ou sinon indirectement, frapper dans des murs, arracher des cadres de porte, etc. Ce sont des choses qui sont faites pour intimider, pour faire peur aux personnes. Les victimes vont parler le moins fréquemment, puis qui laissent pourtant, vous le savez, des conséquences et des dommages pendant de très nombreuses années. Violence sexuelle, donc tout ce qui est la question, justement, le conjoint ne respectera pas, se souciera pas du consentement, les agressions sexuelles, va justement la forcer à avoir des pratiques sexuelles ou au contraire, va la dénigrer sexuellement, etc. Violence spirituelle, c'est vraiment plus au niveau, justement, de dénigrer les croyances de la personne ou l'obliger à adhérer à certaines croyances, certaines valeurs. Donc, je vais vite sur les différentes formes, manifestations, parce que je veux qu'on voit la typologie tout de suite, justement, de Michael Johnson. C'est un élément qui est conceptuel, théorique, incontournable. Je vais juste me mettre en bonne page. Johnson, c'est qui? C'est un sociologue américain qui, à la fin des années 90, a développé sa typologie. Il s'inscrit dans une perspective pro-féministe. Puis, ses travaux lui ont permis de conclure que les chercheurs féministes et les chercheurs du courant de la violence familiale, ils ont des définitions différentes du problème, bien sûr, puis qui ont fait des choix méthodologiques qui les conduisent à étudier deux réalités très différentes. C'est les deux perspectives que je vous parlais tantôt. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il développe par sa typologie un modèle qui est intégrateur. Donc, qu'est-ce qui va nous amener, lui? Il va justement nous placer, Johnson nous parle du contrôle comme critère principal de sa classification. Donc, dans certains cas, il y a un degré de contrôle qui est exercé de manière généralisée par l'agresseur, alors que dans d'autres contextes, la violence est davantage une conséquence de conflits qui dégénèrent que d'une volonté de contrôler. Donc, lui, il va nous parler du terrorisme intime. Il va nous parler de la résistance violente, la violence de couple situationnelle, puis il a aussi développé une quatrième qui s'appelle le contrôle mutuel, mais qui nous dit qui arrive dans de très rares situations. Donc, le terrorisme intime, c'est lui qu'on voit le plus fréquemment dans les maisons d'hébergement. C'est lui aussi, généralement, quand le monde va chercher de l'aide au service de police, ils sont dans le terrorisme intime. Donc, c'est quoi le terrorisme intime? C'est notre fameuse dynamique de violence conjugale où qu'on retrouve notre cycle de la violence. C'est que l'agresseur va avoir recours à une panoplie de stratégies violentes ou non violentes afin de contrôler et de terroriser sa conjointe. Donc, dans ces cas-là, quand il y a terrorisme intime, il y a conséquences forcément chez les victimes. Et ce qui s'est rendu compte, c'est qu'au niveau de
de la population générale, le taux de prévalence serait de 2 à 4 %. Les agresseurs seraient majoritairement des hommes dans cette situation-là. Ça, c'est ce qu'on sait. Puis en même temps, on le sait qu'en termes de terrorisme intime, comme je vous dis, ils vont aller davantage, les victimes, chercher de l'aide dans nos services à nous. Donc, il va utiliser vraiment le contrôle pour arriver à ses fins. L'autre catégorie qu'on a, c'est la résistance violente. Ça, c'est super intéressant parce que, justement, comme je vous disais, c'est pas toutes les victimes qui se laissent faire, qui sont nécessairement passives. Il y en a qui vont résister, qui vont tenter de se défendre. Ça va faire en sorte qu'elles vont, justement, la résistance violente survient lorsqu'une personne réagit à la violence de son partenaire sans pour autant vouloir exercer un contrôle sur l'autre. Elle se défend, elle résiste. Donc, bien sûr, elle pourrait riposter, elle pourrait crier après, elle pourrait le pousser, elle pourrait même, dans certains cas, le blesser. Par contre, on se rend compte que c'est très rare que les femmes, là-dedans, vont blesser leur conjoint. Par contre, ce qu'on se rend compte, elles vont souvent se faire arrêter pour ça. De plus en plus, le phénomène des plaintes croisées, monsieur, ça fait longtemps qu'il est violent vis-à-vis madame. À un moment donné, madame, elle résiste, elle tente de se défendre. Lui, il n'est pas fou. Il va appeler la police du premier coup. Puis il va dire, madame, elle a essayé de me faire mal. Ce qui fait en sorte que souvent les policiers arrivent sur les places, il va y avoir des plaintes croisées. Donc, on va partir, on va arrêter les deux conjoints dans ce temps-là. Donc, quand même, cette résistance violente-là, elle est importante à reconnaître que ça existe, ça. Puis de le voir aussi, ça nous amène une autre paire de lunettes pour mieux comprendre, dire, ben non, il y a des femmes qui vont justement tenter ça va être leur stratégie qu'elles vont utiliser pour tenter de se défendre. Puis ce que Johnson nous révèle aussi dans ses études, c'est que cette stratégie-là a tendance à diminuer au fil du temps parce que la peur chez la victime va augmenter avec l'escalade de violence, puis les conséquences, la peur, le stress, l'estime de soi qui diminue, par exemple, je vais rapidement, là, va aussi augmenter, ce qui fait en sorte que cette stratégie-là va être mise de côté au fil du temps. Mais au départ, on pourrait voir ça. Puis ce qui fait en sorte, souvent, dans nos maisons d'hébergement, les femmes vont dire « Mais moi aussi, je suis violente. Moi aussi, je l'ai frappée. » Puis... Mais c'est qu'à un moment donné, c'est à force de vivre différentes formes de contrôle, différentes formes de violence, il y a des victimes qui vont se placer dans cette dynamique-là de tenter de résister un certain temps. Puis c'est ça aussi, il faut le garder, ça va durer un certain temps seulement. L'autre qui est de la typologie de Johnson, qui va nous parler, c'est la violence situationnelle, qui serait plus fréquente que le terrorisme intime. 12 à 18 %, on retrouverait ça chez 12 à 18 % de la population en général. Puis bien sûr, ben, on va beaucoup utiliser ça. Il peut y avoir des dérives à ce niveau-là, là. Selon Johnson, ce serait la forme de violence conjugale la plus courante. Elle serait causée par une escalade de la tension liée à des conflits. Donc, dans ce cas-là, le geste violent n'est pas représentatif de la dynamique du couple. La relation ne représente pas un large registre de prise de contrôle de l'un sur l'autre. Si les gestes peuvent parfois être les mêmes que dans un contexte de terrorisme, la violence situationnelle se distingue du fait qu'elle ne s'inscrit pas dans une dynamique de contrôle. Donc, on pourrait la retrouver aussi présente entre les hommes et les femmes. Par contre, il faut voir que même dans un cas de violence situationnelle, les femmes ont plus de risques de subir des blessures. Donc, violence institutionnelle aussi, si on ne parle pas de dynamique de contrôle, on est davantage dans des incidents qui sont isolés, dans du circonstanciel. Hein, quand on parle que l'intention ici n'est pas de contrôler ou de dominer l'autre personne, bien, on va expliquer la violence situationnelle par une difficulté à communiquer, à gérer des conflits. Puis on va se dire, ben, généralement, justement, c'est des conflits qui émergent entre deux conjoints, que ce soit à cause des enfants, des tâches domestiques, des ennuis financiers, de la belle famille, name it, là, t'sais. Donc, on est dans cette violence-là.
Et puis, le dernier modèle que je vous disais, que selon Johnson, qui est très, très, très rare, ça serait la violence mutuelle ou le contrôle mutuel qui existerait. Dans les deux cas, les deux conjoints seraient violents et contrôlants. Mais ça, il va le dire dans ses écrits, c'est très, très, très rare. Puis en maison d'hébergement aussi, on ne voit pas ça souvent. Et je termine sur ça, ma chère, avec justement les dérives possibles, la typologie de Johnson. C'est un outil qui, je vous dis, qui est super intéressant. Puis bien sûr que nous, en maison d'hébergement, ce qu'on voit, c'est du terrorisme intime. Les femmes qui viennent chez nous sont dans du terrorisme intime. Puis oui, chez certaines, elles vont avoir tenté de résister dans certains cas. Par contre, il y a du monde qui ont tenté de récupérer cette typologie-là puis de dire, ben regardez, vous voyez, Johnson, un éminent sociologue américain, il le dit, la violence conjugale, il n'y en a pas tant que ça. Hein? Terrorisme intime, 2 à 4 % seulement dans la population. Ce qui fait en sorte que ça nous amène, quand on tente de récupérer la typologie, de dire, ben on nous amène à voir le problème d'une autre manière. On va dire, vous voyez bien, là, ça ne sert à rien de parler que la violence, c'est une résultante du patriarcat et de la domination masculine. Là. Les féministes exagèrent, là. Il n'y en a pas tant que ça. Puis ça nous amène à apprendre à s'approprier d'autres vocabulaires, d'autres notions, puis on va dire, ben vous voyez, dans le fond, on peut plus ramener ça à individualiser davantage. On va dire, ben c'est juste une poignée d'hommes qui ont des problèmes de santé mentale, qui font en sorte de faire subir de la violence à leurs femmes. Puis pourtant, on le sait, tu sais, quand on regarderait dans nos maisons d'hébergement le nombre de refus qu'on est obligé de faire par faute de place à chaque année, on se dit, il y en a énormément. Puis on le sait, en plus, à travers ça, il y a plusieurs personnes qui ne vont pas chercher de l'aide. Donc, il faut faire attention, de dire, c'est pas si rare et isolé que ça. Puis, comme je vous mentionnais aussi, quand il y a des enquêtes populationnelles, les victimes, c'est très rare qu'elles vont s'auto-dévoiler aussi. Même affaire, c'est que si on insiste sur, maintenant, de plus en plus sur la violence situationnelle ou qu'on serait dans un rapport égalitaire ou qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de rapport de domination, c'est ce qui fait en sorte que quand on travaille dans différents services sociaux ou dans des services policiers, etc., bien, on va focusser davantage sur le fait que ça serait plus de la violence situationnelle parce que ce serait ça qui serait le plus important en tant que tel. Et donc, on va commencer à adhérer aussi à d'autres notions puis à d'autres vocabulaires quand on travaille. On va parler de conflits, on va parler de problèmes de communication dans le couple, on va amener en intervention nos personnes à faire de la thérapie, à faire de la résolution de conflits, à aller en médiation. Quand nous, en violence conjugale, tu n'es pas dans un rapport égalitaire, comment tu peux aller faire de la médiation avec ton ex? T'sais? Donc, ça amène justement à avoir ce tiraillement-là. Puis, on va justement faire en sorte de renforcer le discours sur la symétrie, puis de dire, ben, dans le fond, pourquoi on parle de violence faite aux femmes? Voyons, on devrait parler de violence faite aux personnes. C'est vécu de la même manière de part et d'autre par les hommes, par les femmes. Quand nous, on le sait que concrètement sur le terrain, mais non, les conséquences sont très différentes pour nos femmes qui vont en vivre. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, de dire, ben non, le contrôle mutuel, là, c'est quelque chose qui est très rare, qui est justement pas fréquent, puis il faut faire attention d'utiliser justement ce concept-là. Donc, et de se rappeler que le terrorisme intime, ben, il y en a énormément parce que le monde sur le terrain sont capables, on est les principaux observateurs de ces réalités-là au quotidien, puis de dire, bien, ça fait partie de ça. Puis en plus, nous, quand on va faire de la prévention, où on se promène sur le territoire, plusieurs personnes vont nous dire qu'ils vivent de la violence conjugale sans nécessairement aller chercher de l'aide aussi. Donc, se rappeler le défi qui est là, méthodologique, d'aller vraiment recenser comme il faut ces réalités-là. Donc, j'arrêterai sur ça. Je sais qu'il y aura de toute façon une période de questions après la pause, de discussion aussi.